Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast qui vous a compris. Je sais pas vous, mais après l'épisode de canicule historique et traumatisant que la France vient de vivre, je me sens aussi vide qu'un rayon ventilateur chez Darty. Heureusement que dans les moments difficiles, il y a le cinéma, ce blanc de meudon de l'âme, n'est-ce pas ? On se demande souvent si le cinéma peut changer le monde, en tout cas moi, la semaine dernière, les salles de ciné m'ont un peu sauvé la vie. Et il y a un film en particulier qui est tombé au bon moment, c'est le second volet de La bataille de Gaulle. Déjà parce qu'il m'a permis de passer plusieurs heures à la clim, mais aussi parce que ça fait du bien, en fait, de voir des dirigeants politiques honorables qui se soucient du bien-être de leurs citoyens, qui osent prendre des décisions difficiles mais justes pour leur pays. Franchement, par les temps qui courent, ça ressemble quasiment à de la science-fiction. Cette semaine, on ne va pas parler de l'effondrement inéluctable de notre société capitaliste, mais de La bataille de Gaulle, un diptyque épique sur l'un des personnages les plus emblématiques, ça rime, de notre récit national, et l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma français. Je vous dirai pourquoi ce film est, selon moi, un énorme banger qui emprunte au code hollywoodien tout en critiquant le rôle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez également entendre mon entretien avec Pauline Lansac, qui a travaillé sur les costumes de cette immense production. Et restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, puisque je lirai certains de vos retours et commentaires. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rattrapé le film Le Chant du Loup, sorti en 2019, un thriller militaire qui se déroule dans un sous-marin nucléaire. Et j'ai adoré. C'est un film français, mais j'ai trouvé beaucoup d'éléments qui me rappelaient ce que j'aime souvent dans le cinéma américain. C'est-à-dire un sens du rythme et du suspense redoutable, mais aussi un art de la formule, avec beaucoup de réparties très écrites et très efficaces. Personnellement, j'ai toujours aimé les personnages de films qui ne parlent pas du tout comme dans la vraie vie, mais plutôt par petites phrases, parfaitement trouvées et parfaitement rythmées. Parce qu'après tout, le cinéma est une machine à rêver et à fantasme. Et pour moi, savoir trouver le bon mot au bon moment, c'est peut-être le fantasme absolu. Bref. Le Chant du Loup, c'était le premier long métrage d'un certain Antonin Baudry. Et quand j'ai appris que son prochain projet était un diptyque sur le général de Gaulle, j'étais surhypée. La partie 1, L'âge de fer, est sortie en salle le 3 juin, après avoir été montrée hors compétition à Cannes. D'ailleurs, c'est là que je l'avais vu et que je vous en avais déjà un petit peu parlé. Et la partie 2 est en salle depuis le 26 juin. Ça s'appelle La bataille de Gaulle 2, J'écris ton nom, un titre assez alambiqué alors qu'ils auraient simplement pu l'appeler De Gaulle ou De Gaulle 2 Furious, c'est un peu une occasion manquée je pense, mais bon. Et il est possible dans beaucoup de salles de voir les deux d'affilée, perso j'ai pas tenté l'expérience mais je suis sûre que ça doit être assez fabuleux. La bataille de Gaulle, c'est un projet extrêmement ambitieux qui est déjà considéré comme l'un des plus chers de l'histoire du cinéma français. Officiellement, ça a coûté 74 millions d'euros de budget, mais officieusement, un article du Point estime qu'on attendrait plutôt entre 85 et 100 millions d'euros. Ça peut paraître faible en comparaison avec des budgets américains, c'est moins cher qu'une saison de Game of Thrones par exemple. À Hollywood, il y a beaucoup de blockbusters qui se font avec une somme bien plus importante. Si vous prenez un Furious 7, pour rester dans l'univers Fast and Furious, ou un Avatar par exemple, ça a plutôt coûté environ 250 millions de dollars. Et le volet Star Wars, Le Réveil de la Force, qui détient le record du film le plus cher de l'histoire, a été fait pour plus de 500 millions d'euros. Mais pour la France, 75 millions, c'est énorme. Faut aussi préciser qu'Antonin Baudry est ingénieur de formation, il a aussi eu une carrière de diplomate, il a été auteur de discours politiques et scénariste de la BD Quai d'Orsay qui a ensuite été adaptée au ciné. Donc il avait vraiment le pédigré parfait pour s'attaquer à un sujet politique comme celui-ci. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose ? Puisque la bataille de Gaulle s'intéresse donc à Charles de Gaulle, futur premier président de la Ve République, l'homme qui a donné son nom à un aéroport parisien et à un style de tire-bouchon, mais aussi et surtout l'homme qui a sauvé la France du déshonneur pendant la Seconde Guerre mondiale en incarnant la France libre, qui a rejeté donc le régime de Vichy et résisté jusqu'à la fin de la guerre. C'est évidemment un immense personnage historique pour les Français, et d'ailleurs c'est assez surprenant qu'il y ait eu peu de films à s'emparer du sujet, mais je pense que celui-ci fera vraiment date parce que, personnellement, j'ai trouvé que la bataille de Gaulle c'était, comme on dit dans le jargon, un énorme kiff.
Chacun des deux films fait plus de 2h30 et les deux réussissent à mêler très naturellement énormément de genres cinématographiques, notamment le biopic historique, le film de guerre, le film d'espionnage, le thriller politique et tout ça avec une écriture pleine d'humour. Franchement, c'est pas rien. Le premier film, donc, raconte l'arrivée du général de Gaulle à Londres en 1940, au moment de l'armistice. Il est seul, isolé, et il va se battre contre tous, mais avec le soutien de Churchill quand même, pour incarner la France libre et la résistance, notamment avec ses adresses prononcées à la BBC. J'espère que tout le monde se souvient bien de ses cours de 3e. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Le premier volet s'intéresse vraiment beaucoup à des questions de diplomatie. C'est vraiment des face-à-face rhétoriques et politiques entre Churchill et de Gaulle, avec de Gaulle qui cherche vraiment à convaincre tous les gens autour de lui pour obtenir du soutien. Et le deuxième volet, lui, nous amène jusqu'à la fin de la guerre. Il va s'intéresser un petit peu plus aux manœuvres militaires de la fin de la guerre et aussi à la résistance en France menée par Jean Moulin, qui est joué dans le film par Félix Kizil, qui est génial. Et je crois que j'ai trouvé ce second volet encore meilleur que le premier. La valeur divertissement est toujours la même, c'est-à-dire extrêmement élevée, mais en plus, je trouve que le deuxième film a un propos encore plus affirmé et ambitieux. Je m'explique. Ce qui est fascinant avec ce film, c'est son rapport aux États-Unis. D'abord, c'est un récit d'outsider, c'est-à-dire une des formules les plus efficaces du cinéma américain grand public. On en trouve beaucoup dans les récits sportifs, mais pas seulement. Pensez à Rocky, Rasta Rocket, Moneyball, le stratège en français. Mais au-delà des récits sportifs, les récits d'outsiders, ça va aussi être Erin Brockovich, Braveheart pour l'aspect militaire, Les figures de l'ombre, La revanche d'une blonde. You got into Harvard Law? What, like it's hard? Et globalement, c'est des films dans lesquels on va voir des personnages seuls contre tous qui vont surmonter l'adversité et accomplir quelque chose d'impossible, alors que vraiment tous les éléments sont contre eux. Là, dans ce film, De Gaulle a des bâtons dans les roues en permanence, ça en devient presque risible et je me suis demandé s'il y avait eu des exagérations narratives pour qu'il galère autant à chaque étape de l'histoire. Mais c'est vraiment impressionnant et on a beau évidemment connaître l'issue du récit, on peut pas s'empêcher de se dire mais il va jamais y arriver, c'est impossible, tout est contre lui. Et donc cet aspect-là du film est extrêmement bien réussi, je trouve. Et puis De Gaulle, c'est aussi un film d'ensemble. C'est-à-dire un film avec énormément de personnages principaux qui sont incarnés par des acteurs de haut calibre. On a Benoît Magimel, Karim Leclou, Thierry Lhermitte, Mathieu Kassovitz, Nils Schneider. Et le film va mettre en scène l'alliance de plein de personnalités hautes en couleur qui sont très complémentaires. Ça aussi, c'est un truc typique du bon thriller américain. On pense par exemple à Ocean's 11 ou Les Infiltrés, The Big Short, Burn After Reading, c'est-à-dire plein de personnages incarnés par des stars qui vont devoir mettre leurs compétences en commun et s'allier ou au contraire s'affronter. Et d'ailleurs, il y a une séquence en particulier dans le premier volet de la bataille de Gaulle, lorsque le général Leclerc et ses hommes essaient de s'infiltrer à l'ambassade du Tchad, qui m'a vraiment rappelé le mood d'un film de casse, et donc notamment Ocean's 11. Mais ce que j'adore dans ce genre de film, c'est un peu le montage où on voit comment l'équipe est assemblée. On va faire appel à un personnage l'un après l'autre, avec une petite description succincte qui nous permet de comprendre quelle est sa caractéristique, quel est un peu son gimmick, son shtick. Donc il y en a un qui va être un peu brut de décoffrage, qui arrive avec la clope au bec, un qui va être très sérieux, très honorable, très droit, un qui va être un peu timide. Et c'est vraiment cet assemblage de plein de personnages très différents qui fonctionne hyper bien dans beaucoup de récits américains et qui fonctionne très bien ici aussi. Un autre truc que j'adore dans ces deux films, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est que les dialogues sont aux petits oignons. C'est un drame, mais ponctué par beaucoup de répliques humoristiques. Franchement, je pense que j'avais le sourire devant la quasi-totalité des deux films. Et ce mélange-là, ce mélange des tons, c'est encore un truc que les Américains savent très bien faire et qu'on va notamment souvent trouver dans les biopics traditionnels. C'est-à-dire que oui, l'histoire est très sérieuse, mais il va y avoir plein de petites blagues qui permettent d'alléger un petit peu l'humeur du récit. Et en plus de ça, il y a un sens de la répartie. Il y a un aspect presque mélodique et musical dans les dialogues d'Antonin Baudry. C'est une remarque que je m'étais déjà faite devant Le Chant du Loup, mais là c'est encore plus prononcé parce qu'en plus on est face à des hommes d'État. Donc des hommes qui sont forcément très éloquents. Et De Gaulle et Churchill l'étaient particulièrement. Ils sont connus pour leurs formules qui sont restées dans l'histoire au fil des décennies. Et donc là forcément Antonin Baudry, qui lui-même a travaillé sur des écritures de discours, s'en donne à cœur joie. C'est hyper jouissif à écouter. Et c'est vraiment un truc que
j'apprécie beaucoup dans mes scénarios préférés, le fait qu'il soit parfois presque plus scandé qu'incarné, et cet aspect presque musical dans la manière dont ils sont écrits, voire composés. C'est un truc d'ailleurs dont Greta Gerwig, qui est une réalisatrice que j'adore et une scénariste que j'admire beaucoup, elle parle beaucoup de ça dans sa manière d'écrire, c'est-à-dire qu'elle va choisir où placer un mot parce que ça sonne mieux, pas forcément parce que le sens de la phrase va en être amélioré, mais vraiment parce qu'il y a quelque chose de très mélodieux, harmonieux dans la manière dont elle écrit. Women, they have minds and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty, and I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm so lonely. Et je trouve que ce film coche complètement ces cases-là. Et puis, autre aspect très américanisant, c'est le fait que ces films, La bataille de Gaulle, c'est vraiment des films qui ont le sens de l'emphase. C'est vraiment des films qui savent doser le drama. Et notamment dans le deuxième volet, on a un nombre assez élevé de discours galvanisants du général Leclerc, qui est joué avec beaucoup de panache par Niels Schneider. Niels Schneider qui d'ailleurs va avoir une année CV très très chargée, parce que non seulement il y a ça, mais dans quelques mois, il va y avoir son rôle dans L'Inconnu d'Arthur Harari, qui à mon avis va beaucoup vous surprendre, et aussi un rôle très très sombre dans Si tu penses bien de Géraldine Nakache, que j'avais aussi vu à Cannes. Honnêtement, cette année pour lui, ça va être du lourd et ça va être très difficile de l'ignorer au César. Mais bref, c'est lui qui va porter beaucoup de moments très grandiloquents dans le deuxième volet, avec des monologues, puisque c'est un général qui donc va faire de grands discours pour motiver ses soldats, alors qu'encore une fois, ils sont vraiment en train de se battre envers et contre tout, avec des conditions qui leur sont extrêmement défavorables. Et donc ces séquences, elles sont évidemment un peu grandiloquentes, elles sont évidemment très emphatiques, très sentimentales, avec une grande musique derrière qui amplifie le drame, mais c'est hyper réussi. Et en fait, dans ces moments-là, avec le style très écrit, le rythme très rapide aussi et le mouvement constant des films d'Antonin Baudry, mais je me suis dit que ça me rappelait beaucoup la filmographie d'Aaron Sorkin, mais dans ses bons aspects. Aaron Sorkin qui a fait À la Maison Blanche, Des Hommes d'honneur, The Social Network, le script en tout cas, ou encore Moneyball. Donc c'est vraiment un auteur qui a signé beaucoup de ces fameux films très américains, très formatés, mais tellement jouissifs, parce qu'ils sont divertissants mais intelligents, inspirants, très maîtrisés dans leur rythme et leur narration, et vraiment purement hollywoodiens. Et je trouve qu'on a tous ces éléments-là qui ressortent particulièrement bien dans La bataille de Gaulle. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est le fait que formellement, La bataille de Gaulle reprend les codes culturels du cinéma américain, mais que dans son récit, les films, et notamment le deuxième film, se montrent très critiques envers les États-Unis. Et ça, honnêtement, c'est vraiment pas commun parce qu'on est dans un film sur la Seconde Guerre mondiale, et généralement, dans ce genre de film, on a l'habitude de voir les Américains comme des héros. C'est ceux qui sont venus libérer la France, qui ont défendu les idéaux de démocratie. Sauf que là, évidemment, ils vont jouer ce rôle-là aussi et les grands méchants restent les nazis qu'on va apercevoir dans les deux films. Mais La bataille de Gaulle dépeint limite les Américains comme les méchants de l'histoire. Et franchement, c'est assez rare pour être remarqué. En fait, le film fait un portrait à charge de l'impérialisme américain. Et celui qui en prend vraiment pour son grade, c'est Roosevelt, qui est très critiqué. L'armée du général Giraud reprend la main. Vous ne comprenez rien à la politique. Giraud est une marionnette des Américains. Vous ne pouvez pas obstacler la guerre, général de Gaulle. Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi. I cannot deal with this crazy man. I cannot deal with this madman. No République française, just a flag. Pour lui, la France n'existe plus. À un moment, dans le deuxième volet, on le voit carrément faire pleuvoir des faux billets sur lui dans le bureau ovale. Difficile de faire moins subtil comme image. Et en fait, ce que le film va faire, c'est rappeler tout un pan de l'histoire dont on se souvient peut-être pas très bien, qui est le fait que Roosevelt rechignait à reconnaître l'autorité de De Gaulle parce qu'il voulait placer la France sous son autorité à l'issue de la guerre. Et donc, il était allé jusqu'à dessiner une carte de la France qui serait divisée en plusieurs parties et où les territoires seraient répartis entre les différentes puissances. Il est allé jusqu'à faire imprimer une fausse monnaie qu'il distribuerait donc une fois arrivé en France et former des Américains à devenir préfets qu'il installerait ensuite dans les régions françaises pour les diriger. Et c'est une partie de l'histoire qui est souvent occultée dans nos représentations médiatiques de la Seconde Guerre mondiale, où on a beaucoup plus l'habitude de voir quelque chose de très tranché entre les gentils et les méchants, ceux qui nous ont libérés face aux grands méchants nazis. Et là, le film qui a un regard assez tendre aussi, je trouve, sur Churchill, par exemple,
va vraiment en mettre plein la tronche à Roosevelt. Il y a aussi des scènes qui dépeignent très durement des soldats américains qui sont montrés comme racistes, prétentieux. Et vraiment, j'ai trouvé ça assez fort et assez rafraîchissant de voir un film qui prenne ce parti-là, d'autant plus quand c'est un film qui s'inspire tellement des codes cinématographiques américains. Et ce qui est intéressant malgré tout, il faut le préciser, c'est que c'est un film qui est vraiment pas manichéen. Donc effectivement, il y a des Américains qui sont montrés comme des salauds, mais il ne s'agit pas de tous les Américains, not all Americans. Et il y a notamment le général Eisenhower, par exemple, qui est montré comme quelqu'un de plus droit que Roosevelt, qui va apprendre à faire confiance à De Gaulle et qui va remettre en question justement ce que lui dit Roosevelt à certains moments. Et en fait, je crois que c'est un de mes aspects préférés de ce film parce que ça aussi, c'est un trope qu'on va retrouver beaucoup dans la narration cinématographique. C'est les personnages qui vont changer d'avis, qui vont être du mauvais côté au début et qui vont ensuite changer de camp, entendre raison et rejoindre le héros qui était tout seul au départ. Et là, ça va être le cas avec Eisenhower, mais ça va aussi être le cas avec le bras droit d'Henri Giraud dans le second volet. Henri Giraud qui va être installé un peu par les Américains comme un remplaçant de De Gaulle. Et donc, il va y avoir une espèce d'affrontement entre Giraud et De Gaulle pour savoir qui a l'autorité sur la France libre. Évidemment, Roosevelt veut utiliser Henri Giraud comme sa marionnette. Et petit à petit, de plus en plus de monde va rallier le général de Gaulle. En fait, il y a plein de moments dans ces deux films où on va essayer d'installer une autre autorité à la place de De Gaulle. Et De Gaulle, par son charisme, par son éloquence, par sa ténacité et par sa stratégie politique, va réussir à quand même conserver sa place. Et il y a notamment ce moment très jouissif, un peu similaire dans le volet 1, où De Gaulle arrive dans la jungle, il est plein de boue, et il arrive face à un général qui est plus haut gradé que lui. Et cet homme militaire, qui est donc censé supplanter De Gaulle, dit c'est à lui de me saluer en premier. C'est pas moi qui le salue. Et en fait, De Gaulle arrive lentement devant lui et se tient droit jusqu'à ce que le général change d'avis et finisse par le saluer. Et donc c'est une scène qui est entièrement silencieuse, mais qui montre aussi tout le charisme de ce personnage de cinéma qui, par sa simple présence, va faire que les gens se rallient à lui. Et honnêtement, oui, c'est cliché, mais c'est un truc qui fonctionne tellement bien et qui est répété comme un motif à plein de reprises dans ce diptyque. Et à chaque fois, honnêtement, moi, j'avais le sourire aux lèvres. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est un film qui, certes, va utiliser avec beaucoup d'aisance toutes ces conventions hollywoodiennes-là, mais qui n'hésite pas quand même à s'en affranchir à plein de moments. Par exemple, à la fin, il va nous épargner les petits écriteaux qui concluent l'histoire et qui nous disent « à telle date, le général de Gaulle, gna gna gna, et puis ensuite il s'est passé ça, et puis il est devenu président, et puis il est mort en telle année ». En fait, le film nous fait confiance, ça s'arrête au moment où ça s'arrête, et on n'a pas forcément besoin de savoir tout le contexte qui va suivre, puisque évidemment la vie de Gaulle et sa carrière politique ne s'est pas arrêtée à la libération de la France, on le sait très bien. Il y a aussi, dans le deuxième volet, des éruptions lyriques qui fonctionnent très très bien, et notamment la scène de la libération de Paris, qui est constituée d'images d'archives en noir et blanc, avec une voix off qui va réciter le poème « Liberté » de Paul Éluard, et qui donne son titre au film « J'écris ton nom ». Honnêtement, cette séquence est sublime. J'ai beau savoir, au moment où je le vois, que c'est un poil sentimental, un poil manipulateur, émotionnellement, j'ai quand même pas pu m'empêcher de pleurer à ce moment-là. C'est très très beau, c'est très efficace, et c'est vraiment admirable, je trouve, dans une fresque de plus de 5 heures, d'atteindre une telle maîtrise dans le récit, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de creux. On a un rythme qui est vraiment maîtrisé du début jusqu'à la fin, une avalanche de bonnes répliques, on n'est jamais perdu dans les enjeux alors que c'est quand même très dense avec un casting gigantesque. On est sur plusieurs continents en même temps, on a tous les enjeux géopolitiques qui se jouent, plein d'enjeux militaires alors qu'on n'est pas forcément familiarisé avec toutes les questions de hiérarchie, et pourtant on arrive à suivre sans problème. C'est uniquement le deuxième projet d'Antonin Baudry, personnellement je trouve ça très très impressionnant. Et ce que je trouve très fort aussi pour finir, c'est que c'est un film qui évidemment va glorifier De Gaulle et Churchill, qui les montre comme de grands hommes de l'histoire, de grands hommes politiques, comme on n'en fait plus aujourd'hui, qui ont des valeurs nobles, qui ont toujours fait preuve de respect l'un envers l'autre, malgré leurs désaccords et leurs frustrations, et leurs désaccords sont souvent très drôles à l'écran. Mais le film garde aussi, je trouve, un recul assez intelligent sur le fossé entre De Gaulle et Churchill, qui sont des dirigeants bourgeois, qui prennent leurs décisions depuis leur baignoire ou depuis leur grande villa pendant qu'ils sont en train de jouer aux cartes, alors que d'un autre côté, il y a les hommes qui, eux, se battent sur le terrain et risquent leur vie en permanence. Les films n'étaient pas forcément obligés d'avoir ces représentations-là, mais je trouve que c'est très malin de l'avoir fait de cette manière-là et qu'ils arrivent à très bien se positionner idéologiquement sur la grandeur très impressionnante de ces hommes-là, mais aussi leur côté un petit peu déconnecté de la réalité,
et la violence que subissent pour le coup les résistants et les soldats qui, eux, sont sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il y a certaines des plus belles scènes de ce deuxième film qui, en fait, appartiennent aux soldats et qui n'ont pas d'autre choix que d'essayer de s'en sortir par tous les moyens, et notamment le personnage de Nils Schneider, Leclerc, qui a, je pense, une des plus belles scènes de toute la saga. Et il faut préciser évidemment que dans les deux plus grands rôles, il y a Simon Abkarian qui joue le général de Gaulle et Simon Russell Beale qui incarne Churchill, et que les deux sont vraiment excellents. Je le disais, ce premier film, c'est vraiment un tête-à-tête entre ces deux personnages qui est extrêmement bien tenu. Et jusqu'à la fin, on va construire une sorte d'attachement à ces deux personnages qui est très très réussi. Même si pour moi, les MVP de ces deux films, c'est Loïc Corbery dans le rôle de Pleven, qui va être un peu le bras droit de Gaulle, et Tom Mason dans le rôle d'Anthony Eden, qui était secrétaire d'État britannique et qui donc lui était le bras droit de Churchill. Je les aime beaucoup parce que justement c'est un petit peu les hommes de l'ombre de ces deux grands hommes qu'on va voir s'affronter et se soutenir pendant les deux films. Et je les aime aussi parce qu'ils répondent encore une fois à ce cliché que j'adore, c'est-à-dire qu'au début ils sont très sceptiques face à De Gaulle, et puis petit à petit ils vont être complètement séduits par la personnalité de cet homme plus grand que nature et par son intelligence stratégique, et ça évidemment ça fonctionne super bien. En fait, c'est marrant parce que même si les histoires n'ont rien à voir, ce film, La bataille de Gaulle, m'a beaucoup rappelé Titanic. Parce que c'est un film qui a eu un budget monstrueux, quasiment inédit pour son époque, qui a connu des dépassements de budget, des retards de tournage, ce qui a fait qu'avant sa sortie, certains prédisaient déjà un désastre. Ça a été le cas pour Titanic, ça a aussi été le cas pour La bataille de Gaulle. Et puis au final, une fois que le film sort, ce qu'on obtient, selon moi, c'est une fresque épique dans laquelle je trouve assez peu de défauts et que j'ai déjà hâte de revoir. C'est-à-dire que pour moi, La bataille de Gaulle, ça va être un film, si je le vois passer un dimanche à la télé, je sais que je zappe pas et je m'arrête pour le regarder. Si je sais pas quoi faire un 1er janvier, lendemain de réveillon, je sais que je vais le regarder parce que j'en ai pour 5 heures. En fait, pour moi, c'est un peu comme Titanic ou Le Seigneur des Anneaux. C'est ces grandes fresques qu'on peut mater un peu à l'horizontale sur le canapé et qui fait revoir des séquences qu'on a déjà vues des dizaines de fois. Donc voilà, pour moi, c'est une immense réussite et ça a été un énorme kiff pour ce début d'été, surtout quand il faisait très très chaud. Et pour parler de l'aspect hors du commun justement de cette production, je me suis entretenue avec Pauline Lansac, qui était auxiliaire habilleuse sur les deux films La bataille de Gaulle qui ont été tournés en même temps. Vous allez voir, c'est un métier assez surprenant. Elle va nous expliquer en détail en quoi ça consiste exactement. Mais ça demande une grosse capacité d'adaptation puisqu'elle m'a raconté par exemple que Simon Abkarian était beaucoup plus petit que le vrai De Gaulle qui était immense et que donc elle a dû aller dans des boutiques spécialisées pour trouver des chaussures qui pourraient aller à l'acteur et correspondre au costume qui était nécessaire pour jouer le général De Gaulle. Donc c'est plein de petits détails comme ça et je vous laisse écouter mon entretien avec Pauline qui nous raconte tous les coulisses de la production La bataille de Gaulle. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier ? C'est entre costume et habillage, au cinéma, théâtre, danse et partout là où ils ont besoin de moi, globalement. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça doit faire à peu près 4 ans, puisque ma première mission, c'était sur De Gaulle, justement, le film dont on va parler, j'imagine. Ok, donc De Gaulle, c'était ton premier film. C'est mon premier film. Et c'était quoi ton intitulé de poste exact sur ce film ? Alors, j'étais auxiliaire, habilleuse, rôle. Donc, d'accord. Auxiliaire, c'était l'échelon, donc c'est-à-dire j'étais un petit peu la petite dernière de l'équipe. Habilleuse, c'est parce qu'en fait, mon métier, c'était pas de créer les costumes, mais c'était de les enfiler aux personnes le matin avant de tourner. Et rôle, c'est les personnes qui sont les acteurs, les rôles principaux, versus la figuration, qui est une équipe séparée. Ok, donc tu habillais les acteurs principaux du film. Voilà. Et donc c'était ton tout premier film. Comment tu t'es retrouvée sur cette production ? Vraiment par hasard. En fait, moi, j'étais pas du tout dans le costume, j'étais pas du tout dans la couture, j'étais consultante en innovation. Puis, je sais pas, mais après le Covid, ça s'était très mal passé. Je savais plus ce que je voulais faire de ma vie. J'avais plus envie de rester dans un bureau. Enfin bon, un peu crise existentielle comme tout le monde. Et j'ai contacté une fille qui était consultante en innovation, donc mon ancien job, et costumière. Et j'avais un peu en tête à ce moment-là d'essayer de faire plusieurs métiers, de faire à la fois un truc de bureau et un truc plus créatif. Et du coup, je l'ai contactée juste pour savoir ce qu'était sa vie, comment on devenait costumière, qu'est-ce qu'elle avait fait comme études, comment elle avait trouvé des projets, etc. Enfin bon, bref. On avait parlé, je pense, 1h30, 2 heures au téléphone. Et 1 mois plus tard, elle me recontacte en me disant « Bonjour, je suis sur un film, j'ai un rôle. » Génial. Enfin, un rôle, un job, quoi. Est-ce que ça t'intéresse ? Et puis sur le moment, moi, j'étais en train de déménager, je partais chez mes parents, j'organisais la scénographie d'un festival. Du coup, j'ai dit non.
Puis j'ai raccroché, puis je me suis dit que c'était vraiment complètement stupide. J'ai rappelé pour dire oui. Et puis une semaine après, j'étais sur un film. Et ça s'est avéré être un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français et un événement cinématographique quand même assez conséquent pour cet été. En tout cas, c'est une des sorties les plus importantes de l'été. Tu les as vus d'ailleurs, les films, depuis qu'ils sont sortis ? Alors, j'ai vu le premier. Je suis pas encore allée voir le second. Et ça t'a fait quoi ? C'était un peu étrange parce que à chaque fois qu'il y avait une scène où j'avais été dans le décor, où j'avais par exemple fabriqué un petit élément, parce que j'étais aussi à la couture sur ce film. Enfin, je me souvenais un petit peu des moments en atelier, j'étais un peu fière. Je donnais des coups de coude à mon copain pour lui dire « En fait, là, j'y étais, il s'est passé ci, ça, c'est moi qui l'ai fait. » Enfin, voilà. Incroyable. Donc, ça m'a rappelé un petit peu tous les souvenirs, c'est super. Ouais. Surtout qu'il a mis énormément de temps à sortir, donc j'attendais avec impatience. Et puis, c'était en 2023-2024, c'est ça, le tournage ? Ouais. Donc, moi, je faisais que regarder sur Allociné quand est-ce qu'il sort. Et depuis, du coup, j'imagine que tu as eu d'autres expériences en cinéma après celui-là ? Au cinéma, non, pas encore, même si je cherche assidûment. Ouais. J'ai plutôt travaillé au théâtre, comédie musicale, spectacle de danse, enfin un petit peu partout. D'accord, mais du coup, une reconversion qui se passe plutôt bien, quoi. Qui se passe plutôt bien, des hauts et des bas, parce que l'intermittence, c'est quand même pas facile comme statut. Mais ouais, qui se passe plutôt bien. Alors, tu disais que tu fabriquais des choses. Tu as des exemples de petits trucs que tu as fabriqués sur le tournage ? Alors, j'ai pas fabriqué des choses en entier. J'ai participé à des petites créations. Mais par exemple, à un moment, De Gaulle enfile sous ses vêtements une espèce de petit gilet en cuir. Donc, les petits matelassages qui sont dessus, la moitié, c'est moi. D'accord. Donc, hyper fière. Voilà, dans le deuxième film aussi, il y a des choses, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas si ça y sera, mais que j'aurais fait. Donc, peut-être un insigne. Mais du coup, ça se trouve, je vois un truc qui ne sera pas à l'écran. C'est terrible. Et donc, est-ce que tu peux me décrire un peu une journée typique sur le tournage de Gaulle, même si j'imagine que sur un tournage, une journée typique, ça n'existe pas vraiment ? C'est ça, donc il n'y avait pas vraiment de journée typique, surtout que, à la base, moi, j'étais habilleuse rôle, enfin, auxiliaire habilleuse rôle. Faut que je fasse gaffe. C'est important quand même, les titres. Et puis, en fait, comme ils avaient pas forcément besoin de moi quand il y avait très, très peu d'acteurs et qu'ils étaient déjà 4 dans l'équipe, je me suis retrouvée aussi habillée à la figuration, puis je me suis retrouvée à faire des achats dans différentes boutiques, et puis je me suis retrouvée à aller chez les loueurs de costumes pour ramener des choses, puis je me suis retrouvée à cirer des chaussures, à faire un petit peu de couture quand il y en avait besoin, donc vraiment être la variable d'ajustement là où on en avait besoin, même de la patine, donc vieillir artificiellement tous les objets. Oui, ça c'est un truc qu'on ignore souvent quand on n'est pas très familiarisé avec cet univers-là, mais il y a des départements entiers, souvent sur une série ou un film, qui sont chargés d'user les vêtements pour qu'ils aient pas l'air de sortir de l'usine ou d'avoir été achetés la veille. Et donc ça va être, j'avais demandé à une costumière qui bossait sur le spin-off d'Outlander qui m'expliquait que c'était beaucoup jouer avec les éléments, donc les tremper dans l'eau et puis ensuite les faire sécher, les user de plein de manières naturelles, mais très accélérées par rapport à l'usure qui serait naturelle sur 4 ou 5 ans de porter un vêtement, quoi. C'est usure des matériaux avec du papier de verre et des choses comme ça, et puis des couches de peinture. Parce que c'est sûr que la bataille de Bir Hakeim avec des chemises qui sortent du cintre de la boutique, ça donne pas du tout pareil, quoi. Ouais. Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de séquences dans le film qui sont dans le désert, donc avec beaucoup d'éléments assez frappants, beaucoup de sable, etc. Et donc, toi, tu dois aussi agir sur les costumes avant même qu'ils soient portés dans le tournage pour qu'ils aient l'air d'être déjà complètement abîmés. C'est ça. Okay. C'est-à-dire qu'avant d'amener les costumes sur le plateau, effectivement, ils sont déjà pré-abîmés. Et ensuite, une fois que les acteurs et les figurants s'habillent, il faut à nouveau réuser le truc. Donc, ils sont maquillés, ils sont eux-mêmes vieillis, salis, voilà. Et donc, il y a des petites pochettes de poudre qui ressemblent à des petits collants, là. Et puis, pop, 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 on leur rajoute de la poussière et des trucs. Mais bon, après, ça peut être vachement plus naturel. Ça peut être jeté dans une flaque de boue au fond du fossé. Au final, il y avait un peu plus ou moins 2 journées types. Il y avait les journées type plateau, donc tournage. Donc, c'est-à-dire se rendre, pas à l'heure où ils s'habillent, mais plutôt avant l'heure où ils s'habillent. Donc, je crois que quand on avait 150 figurants une fois, c'était rendez-vous 4 heures du matin sur les lieux. Passer les costumes à tout le monde, s'assurer qu'ils soient tous beaux, bien cravatés, enfin bon bref, parfait pour tourner. Envoyer nos petits piou-piou devant la caméra. Et nous, on agit un petit peu pour essayer d'ajuster ce qui ne va pas au fur et à mesure de la journée. Et puis déshabiller tout le monde le soir. Donc ça, c'était vraiment les journées plateau. Enfin bon, là, je
Je simplifie, mais Ouais. voilà, globalement, c'est habiller, déshabiller, ajuster. Et puis après, il y avait les journées type à l'arrière. Donc là, on arrive au département costume. Donc on avait tout un tas de locaux où il y avait tous nos stocks. Donc des salles entières remplies de costumes. Il y avait tous les ateliers, il y avait tout le monde qui travaillait à cet endroit-là. Et puis là, c'était soit préparer ce qui allait partir en tournage le lendemain. Donc checker qui porte quoi, les mettre dans des housses, bien étiqueter, etc. Fabriquer les dernières choses qui manquaient, renvoyer des costumes aux loueurs, tout un tas de tâches comme ça. Et alors, tu dis qu'il fallait habiller et déshabiller les comédiens. Ouais. Concrètement, en quoi ça consiste ? Pourquoi ils ne pourraient pas s'habiller et se déshabiller eux-mêmes ? Alors, plein de raisons. Sur ce film-là, les costumes n'étaient pas forcément trop complexes, dans le sens où c'est d'époque, mais c'est quand même assez proche de nous. Ouais. Donc, c'est des choses qui s'enfilent de façon assez simple, mais parfois, il y a quand même des objets qu'on ne sait pas forcément bien porter. Par exemple, pour les militaires, il y avait tout un tas de guêtres et de bandes moletières qu'on s'enroulait autour des jambes. Et donc ça, pour que ça soit réaliste, il faut que ça soit quand même mis de la bonne manière. Donc l'aide de quelqu'un qui sait, c'est pas mal. Et puis il y a tout le jeu des raccords. Puisque une scène qui se passe parfois en quelques minutes sur l'écran, parfois c'est plusieurs jours de tournage d'affilée. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux raccord avec la cravate qui saute à gauche à droite à chaque fois qu'il y a un plan différent, on a tout un tas de photos, on a tout un tas de documents qui nous permettent d'habiller les gens exactement de la même manière. Donc, si, par exemple, on porte des bijoux, on va prendre des photos des mains, des bagues, des broches, comment elles étaient portées, tous les détails pour que tout soit parfaitement correct, cohérent. Ouais, c'est très minutieux. Et il y avait combien de gens dans ton équipe ? En tout cas, des habilleuses comme toi, il y en avait combien ? Habilleuse au rôle, je crois qu'il y avait une équipe au total de 4 personnes. Okay. Au moment, en tout cas, où on tournait. Puisqu'il y a eu plusieurs périodes de tournage à Paris, au Maroc, de retour à Paris, mais avec une équipe différente. Et à la figuration, je pense qu'ils étaient en équipe fixe une dizaine. Et quand il y avait des grosses scènes, des grosses figurations, des mouvements de foule, et qu'on avait parfois 150 personnes à habiller, déshabiller, là, il y avait ce qu'on appelait des renforts, donc des équipes supplémentaires qui venaient pour... Juste pour la journée, quoi. Pour la journée ou pour la semaine, voilà. Ouais, ok. Et puis après, au-delà de ça, il y avait donc les patineuses qui vieillissaient tout. Donc c'est pareil, je crois qu'elles étaient 5 ou 6. Il y avait la chef costumière, ses 2 assistantes qui géraient un petit peu la cohérence de tout ça. Et puis il y a aussi la régie qui va venir transporter, faire les allers-retours et faire toutes les missions les plus... oui, toute la logistique en fait. Ça. En même temps, ça paraît pas si énorme que ça d'imaginer qu'il y a 4 rôles comme le tien en fait pour tous ces acteurs, parce que c'est quand même un film d'ensemble avec énormément de personnages et beaucoup de personnages principaux en fait. Donc c'est vrai que quand tu me dis 4 personnes, après moi j'ai pas trop la notion justement de ce que peut représenter un tournage pareil au quotidien, mais comme c'est une énorme production, c'est quand même beaucoup de boulot pour 4 personnes de faire tout ça quoi. En fait que dans une seule et même scène, des rôles vraiment des rôles parlants. Je crois que, en tout cas dans la période où j'ai travaillé, on n'en avait pas plus de 6 par jour. Okay. Donc habiller 6 personnes à 4, c'est largement, largement faisable. Il y avait une bonne ambiance sur le tournage ? Moi, j'avoue que je connaissais pas encore. J'étais un peu avec les yeux émerveillés, en train de me dire où est-ce que je mets les pieds, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais ouais, je trouve qu'il y avait pas mal de camaraderie au sein de l'équipe costume. Après, c'est vrai que chaque équipe était... Chacun faisait ses petits trucs, donc... Oui, t'as pas forcément rencontré, j'imagine, tous les gens qui ont travaillé sur le film. Non. Ouais. Et puis surtout qu'il y avait ceux qui étaient sur le plateau, et puis il y a tous ceux qui sont derrière, et c'est quand même Enfin, il suffit de rester pendant tout le générique pour se rendre compte du nombre de personnes qu'il y a derrière ce film, c'est gigantesque, c'est énorme. Clair, ouais. Et alors justement, toi qui débarques pour ta première expérience, c'est quoi le truc qui t'a le plus frappé en travaillant sur ce film ? Déjà, ma première impression, c'est quand je suis allée faire mon entretien, et que je suis rentrée dans les salles où justement il y avait déjà tous les stocks de costumes et que là j'ai vu tout ce qu'il y avait et donc des salles entières de costumes militaires posés les uns après derrière les autres, jusqu'à l'horizon. Mais je crois que mon meilleur souvenir, c'est la première fois où j'étais sur le plateau et donc forcément il y a tous les décors qui se mettent en place, il y a tous les comédiens qui sont habillés, placés, il y a les véhicules, il y a tout qui se met en place et puis là, il y a le retour caméra, donc on voit pour la première fois l'image. Et là, je me suis rendu compte, en fait, on est en train de faire un film. Et de voir ce petit écran, là, ce petit carré qui remontait une vraie image, moi, c'est ça qui m'a... Ce que les gens vont voir au final quand ils seront dans leur salle de cinéma.
Est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement marquée, sur laquelle tu as travaillé ? Je crois que vraiment la scène qui m'a le plus marquée, c'était la scène de la libération de Paris. Donc, bon, je ne l'ai pas encore vue à l'écran. Mais c'était quelque chose qui s'est passé à d'Enfer Rochereau. Et il y avait justement 150 figurants, tous habillés avec des bleus, blancs, rouges, etc., en train de crier « Vive la France !», des grands drapeaux et toute cette foule énorme, le tout en plein mois d'août à Paris. C'était vraiment complètement surréaliste. Ouais. Et est-ce qu'il y a un costume qui t'a particulièrement marqué ? Au-delà du fait que ce soit du costume d'époque, la spécificité de ce film, c'est que c'est quand même beaucoup de costumes militaires. Et donc, c'est quand même hyper pointu, parce qu'il faut que ça soit les vrais insignes, les vrais trucs, etc. Et pour faire des costumes militaires, et notamment des costumes de gala, il y a beaucoup de broderie. Et donc, je pense que les pièces de costumes qui m'ont le plus marqué, c'était les képis, qui venaient d'un atelier de broderie à Paris, et donc qui étaient tout brodés de canetis. Donc, c'est une espèce de petit ressort doré, ou en tout cas à l'or, je crois, à la main, brodé sur toutes ces pièces-là. Et c'est... en fait, c'est magnifique, vu de près. Et donc vraiment le côté militaire d'apparat, je trouvais ça super. Et alors, tu dis qu'il y a quand même une expertise hyper importante à avoir justement sur ces tenues, sur l'époque et les coutumes qu'il y avait à l'époque, comment on les portait, etc. Comment tu fais, toi, pour savoir ça, si tu n'as pas forcément une formation hyper pointue? Et en plus, j'imagine que de projet en projet, tu ne vas pas travailler sur les mêmes costumes, les mêmes époques. C'est quoi ta base de documentation qui te permet de savoir toutes ces choses-là? Ouais, en fait, chaque fois qu'on habille des gens, le costume, il est déjà préparé. Donc, il y a plusieurs étapes pour avoir le costume sur le plateau. D'abord, il y a tout un sourcing qui est fait. Donc là, il y a pas mal de loueurs de costumes qui font que du militaire. Donc, on va aller chercher plein de pièces, constituer un énorme stock, acheter des choses. D'ailleurs, il y a des équipes achats qui sont dédiées que à ça, qui vont aller faire les puces, etc. Ce stock-là, il est constitué quand même sur la base de recherche que fait la créatrice costume, ses assistantes. Et il y a aussi des consultants militaires spéciaux qui viennent pour aider pour justement les détails, notamment des insignes, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas du tout inventer. Je me souviens avoir consulté un livre sur juste les significations des boutons, pour savoir quel bouton fallait mettre sur une veste. Genre, putain. Alors, il est quoi, lui? Heureusement que ce livre existe, du coup. C'est niche, mais c'est important. Et ensuite, chaque rôle, chaque acteur vient pour faire un essayage. Donc là, on va prendre dans le stock un échantillon de choses qu'on pense qu'il va lui aller en fonction de qui est la personne, de sa stature, etc. Potentiellement des images d'époque, parce que là, on est quand même sur des gens qui ont vraiment existé. Donc c'est c'est plus facile. Oui et non, mais en tout cas, on a des images sur lesquelles s'appuyer. Et donc, on prend tout cet échantillon de costumes et là, on va leur essayer plein de tenues. Voilà, donc là, ça on pense peut-être pour la scène du restaurant, j'en sais rien. Donc on leur essaye plein de tenues, on prend des photos de tout. Et ensuite, le choix des tenues par scène se fait par la créatrice costume et le réalisateur, et toutes les équipes qui sont concernées par ce choix. Et donc pour chaque scène, on sait exactement quelle tenue va être portée. Et donc ensuite, on va pouvoir faire des portants avec, je sais pas, De Gaulle, par exemple, toutes ces tenues, tous ces éléments, parfois en double et en triple, pour éviter qu'il y ait... des bêtises ou pour qu'il puisse se changer, S'il a trop transpiré. Si quelqu'un se tâche à la cantine, on a une chemise de rechange au cas où. Et puis même, des fois, il y a du faux sang, des fois, il y a des scènes sous la pluie mouillée, donc on a besoin de changer. Et donc, quand on arrive le jour du tournage, parfois, il y a quelques modifications parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui donnent mieux à l'image, mais globalement, la tenue, elle est constituée, on sait exactement ce que c'est. On a déjà des images, des photos, et on a déjà fait des tests caméra avec le maquillage, la coiffure et le costume pour savoir exactement à quoi ressemble le personnage. Ouais. Donc moi, à l'habillage, je fais ce qu'on me demandait. Et pour ces bandes, par exemple, dont tu parlais sur les militaires, est-ce que, je sais pas, pour chaque tenue, on te donne un petit manuel de genre, ça, c'est censé se porter comme ça, ou s'installer comme ça au moment où on habille l'acteur, tu vois? Les équipes d'habillage, de toute façon, sont formées par les costumières quand il y a des choses un petit peu spécifiques qu'elles souhaitent voir porter comme sur les images. Donc, effectivement, certaines bandes, on leur a montré, expliqué, certains insignes, etc. Il y avait des petites explications. Et après, ce qui était intéressant aussi sur ce film, c'est qu'on est quand même sur l'armée de la France libre, qui était un peu apatride, un peu
entre plein de choses. Ouais. Et oui, qui puis qu'il y a avait- une armée un peu bout de ficelle, quoi. Enfin, C'est qui ça. est constituée de peu d'hommes par rapport aux autres armées. Peu d'hommes et peu d'équipements. Ouais. Et du coup, en fait, les costumes de ces armées-là, c'est quand même un peu de costumes militaires français, un peu d'anglais, un peu d'américains, un peu de plein de choses qui ont été mélangées. Et du coup, c'est pour ça qu'on les voit avoir des styles quand même assez originaux et créatifs, parce que la costumière s'est beaucoup amusée à faire ces mélanges. Ouais. Ces mélanges d'équipements, quoi. Bah oui, c'est vrai qu'il y a une scène dans le 2 où effectivement les Français arrivent, rencontrent les Anglais sur le terrain et ils ont traversé le désert, ils sont tout sales, tout le monde se moque d'eux et les Anglais leur disent on va vous trouver des meilleures tenues parce que là ça va pas du tout, quoi. Donc c'est vrai que oui, il faut prêter attention à tout ce jeu sur les costumes, mais c'est impressionnant, quoi. Et donc j'imagine que toi qui as voulu te réorienter et aller vers ce métier-là qui est créatif, est-ce que ça a été une expérience plaisante de ce point de vue-là ? Est-ce que tu as senti que créativement c'était stimulant pour toi ? Ouais. C'est parce que j'ai été sur ce film-là que j'ai validé et que je me suis dit, oui, c'est ça que je veux faire et c'est vers là que je veux aller. Et puis, en fait, vraiment, ce qui me fascine dans le cinéma et dans les costumes de cinéma, c'est toute la symbolique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que chaque scène, il y a tellement de travail et d'attention qui est mise dessus, que ce soit les couleurs, que ce soit l'évolution des personnages au sein d'un même film, les silhouettes qu'ils portent, tous les détails de leur costume est super travaillé, mais pour aller aussi avec le décor, pour aller avec les autres personnages qui sont en face, pour montrer un peu qui ils sont. Enfin, Ouais. Oui, rien n'est choisi au hasard, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'on se tue à répéter dans le podcast, surtout sur les costumes auxquels les gens prêtent pas toujours attention au cinéma, alors que évidemment que telle matière, telle couleur, telle forme a été choisie pour une raison au sein du film, quoi. C'est ça. Et puis, en fait, c'est comme nous, tous les jours, notre tenue, c'est pas un hasard. Des fois, on met quand même vachement moins de temps à s'habiller et on s'en fiche un peu. Mais si on a ce t-shirt dans notre garde-robe, c'est pour une raison, quoi. Oui, c'est clair, ça veut dire quelque chose de nous aussi, quoi. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça, c'était hyper intéressant. Et on attend du coup le prochain film avec ton nom au crédit. Ouais. J'espère qu'il y en aura beaucoup et qui seront super. Je te le souhaite aussi, mais franchement, c'est déjà un très bon moyen de démarrer ta carrière, je trouve. Ouais, je pense aussi. Merci. Allô ? Hello? What up? Allô ? Hello? Hello, Ghostbusters. Hello? Allô? Yes? Allô? Who this be? Allô, oui ? Pour finir cet épisode, je voulais quand même lire certains des commentaires que vous m'avez envoyés parce que je trouve ça super quand vous m'écrivez des avis assez détaillés sur les films que vous avez vus. Alors déjà, sur Jim Queen, vous avez été assez nombreux à me dire que vous aviez apprécié le film. Il y a quelqu'un qui m'a dit que effectivement, pendant sa séance, les gens avaient applaudi. Comme je l'avais prédit, c'est vrai que c'est un film assez galvanisant. Et il y a Johar qui a écrit « Je l'ai vu pendant une séance spéciale après laquelle Alex Ramirez a fait un Q&A. » Alex Ramirez qui joue Jim Queen donc dans le film. Globalement, j'ai passé un très bon moment. Je regrette le peu de personnages féminins et le token que représente Nina, le seul personnage racisé et qui est aussi un des 2 seuls personnages féminins. Je pense qu'il y avait matière à incorporer plus de diversité, même si le film prend le parti de parodier la communauté gay parisienne. Un film sympa et drôle, mais Alex Ramirez disait que c'était un film parodique pour parler plus de la communauté. Il a dit que c'était comme un Shrek gay. Pour moi, c'est un film pour la communauté, par la communauté, pas certain qu'un public plus large aille le voir. Et s'ils y vont, ils n'auront pas la moitié des références. Merci beaucoup, Johar. Je pense pas être totalement d'accord sur l'aspect grand public. En tout cas, je connais pas mal de gens qui sont assez extérieurs à ce milieu et qui ont quand même beaucoup aimé le film. Donc, je pense qu'il a la capacité de plaire à un plus grand nombre. Mais tu as totalement raison de relever l'aspect token du personnage de Nina. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Shirley Soignon qui joue Nina dans l'interview que j'avais réalisée pendant mes épisodes à Cannes. Et ensuite, vous avez été assez nombreux à réagir à mon épisode sur Backrooms, enregistré avec Florian Kess, puisque évidemment, Backrooms est un énorme succès en salle à l'heure actuelle. Et ça augure plutôt de bonnes choses pour le cinéma d'horreur indépendant et aussi les jeunes réalisateurs, puisque le cinéaste Ken Parsons n'a que 20 ans. On n'est pas du tout jaloux. Il y a Caroline Tipi qui a écrit sur Backrooms « J'ai adoré ce film et ça m'a rappelé qu'il faut que je regarde Skinamarink correctement. » Oui, tout à fait.
En ce qui concerne le sens des backrooms, ça m'a surtout fait penser à la démence et aux souvenirs de façon générale. C'est aussi certainement dû au fait que 1. Je suis terrifiée par la démence et 2. Je n'ai pas trouvé de confirmation mais je suis presque sûre que le film a utilisé un extrait du projet de The Caretaker appelé Everywhere at the End of Times. 6 albums concept, chacun explore un stage de la démence et c'est aussi brillant que terrifiant. Quelqu'un a dit qu'on se souvient de la dernière fois qu'on s'est remémoré un événement, pas l'événement lui-même, et j'ai gardé ça en tête une bonne partie du film. J'ai vraiment adoré et mes conditions de visionnage étaient impeccables, donc youpi. Mais merci beaucoup, je connaissais pas du tout ce projet de The Caretaker, mais je vais m'y intéresser, ça a l'air assez chouette. Et il y a aussi Kitsunati sur Backrooms qui a écrit un autre très bon épisode. J'ai bien aimé le film aussi, c'était plutôt rafraîchissant d'en voir un comme ça. Et l'atmosphère est vraiment super, ça donne envie d'avoir des heures de Backrooms qui défilent. En termes d'horreur qui joue sur le familier et l'existentiel pour développer ce type d'atmosphère creepy juste ce qu'il faut, je recommanderais toujours l'excellent podcast d'horreur The Magnus Archives. Je connaissais pas non plus, merci beaucoup pour la reco. Et enfin, We Are Floating in Space a dit « Merci à tous les deux pour ce super épisode qui décortique bien le phénomène. Si vous voulez explorer des backrooms autrement que sur YouTube, il existe des jeux, dont un, Pools, se passe dans un complexe de piscine. Méditatif, anxiogène et quasi dépourvu de jumpscare. Il existe une démo gratuite sur Internet et Kane Parsons y fait référence dans son long-métrage. Anaïs, encore merci pour tes podcasts. Merci beaucoup pour ce commentaire et merci pour toutes ces recos. C'est vraiment hyper chouette de pouvoir enrichir les épisodes, donc merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à Pauline Lansac d'être venue nous parler de son expérience d'habilleuse sur les 2 films La Bataille de Gaulle. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le à tout le monde autour de vous, mettez plein d'étoiles, des cœurs, des commentaires. Je veux savoir ce que vous avez pensé de La Bataille de Gaulle, partie 1 et partie 2, Too Gaulle, Too Furious. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.